Alors, si on reprend l'exemple traité dans la vidéo précédente, on peut se rendre compte que y a quelque chose qui peut-être vous a étonné, c'est qu'on a des affectations, vous voyez, n égale n de t, j égale i, x égale t de i, t de j égale t de j moins 1, j moins égale 1. Alors, on a mis un coût qui était différent. Alors ça peut vous choquer. On pourrait se dire, toutes les affectations, on les compte 1, par exemple. C'est une opération élémentaire. Alors, par ailleurs, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que c'est pareil? Alors, typiquement, vous voyez ici, n égale n de t. Il faut quand même d'abord évaluer l'n de t, appeler une fonction. On ne sait même pas comment elle est faite, cette fonction. Ça se trouve, la complexité en termes d'opération élémentaire, elle est importante. Vous voyez, là, on fait des hypothèses. Bon, on ne sait pas trop. On a mis C1. J égale I, ça semble être une affectation. Bon, ça, c'est la plus simple possible. On a deux variables. J égale I, C3. X égale T de I. Alors là, c'est un peu différent parce qu'il faut aller chercher la valeur qu'il y a dans la case numéro I du tableau T. Ça a peut-être un coût. Et puis ensuite, affecter cette valeur à X. Et donc, c'est normal qu'on ne mette pas le même coût, C3, C4. Là, c'est pareil, c'est encore pire. T de J égale T de J moins 1. Hein, il faut se déplacer pour aller aux adresses des cases des tableaux et puis faire cette affectation-là qui est quand même sans doute bien plus compliquée que la J égale I. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a mis des constantes différentes pour chaque affectation, en fait. Hein. Voilà, donc C1 de C1 à C8, voilà, on a tout comptabilisé, on a fait la somme et on a vu que cas le plus défavorable, on obtient finalement toutes ces constantes qu'on a mis, il y a plusieurs façons. Soit on peut dire on nomme, tout simplement, on nomme ces coefficients là, qui sont dépendants de C1, C2 jusqu'à C8, on les nomme A0, A1, A2. Voilà, donc dans un cas, on va dire une complexité qui est quadratique, qui dépend de n, hein, une fonction de n. Et puis, dans le cas le plus favorable, on a une complexité qui est linéaire. Alors, si on revient maintenant au cours, donc on va définir tout ça de manière plus générale. Donc, on avait dit qu'on regroupait les données par taille. Donc, la taille, c'est ce x entre deux traits verticaux. Bon, en fait, c'est n ici, hein, toutes les données de taille n. Voilà. Alors, c'est quoi la complexité dans le pire des cas? On va la noter t de n. Ça dépend en fait de la taille, ça dépend de n. En fait, c'est le max. C'est la complexité maximale pour un tableau qui est de la taille n. On a vu que dans cet exemple-là, évidemment, ça dépend de l'algorithme qu'on est en train de faire. Dans un algorithme de tri, dans cet algorithme-là, c'est même pas vrai pour tous les algorithmes, mais dans cet algorithme-là, le pire des cas, celui pour lequel on doit faire le plus d'itérations dans la boucle interne, c'est un tableau qui serait trié dans le mauvais sens, qui serait décroissant. Donc là, on a le pire des cas, et donc c'est ce qu'on a évalué dans l'exercice. Meilleur des cas, voilà, on le nomme T min de n, donc c'est le minimum, hein. Tableau déjà trié, on a vu. Et puis on pourrait définir une complexité en moyenne. Alors, c'est plus difficile, parce que derrière, il y a des probabilités. En fait, le pire des cas, le meilleur des cas, ok. C'est surtout, il faudrait savoir la fréquence avec laquelle on peut se trouver dans le pire des cas ou le meilleur des cas, ou dans un cas intermédiaire sans doute. Donc on pourrait faire des hypothèses sur les répartitions des données. Par exemple, si on veut trier un tableau, on pourrait faire une hypothèse sur l'état du tableau au départ. Est-ce que le tableau au départ, il est vraiment quelconque? S'il est quelconque, voilà, on peut peut-être imaginer qu'il y a une loi uniforme dans la répartition de ces données dans le tableau. Mais peut-être que dans le cas où on se place, de l'exercice où on se place, eh bien tout ça, c'est pas vrai. Donc il y a plus de chances que le tableau il ait une certaine forme particulière. Donc c'est peut-être pas une loi uniforme. Donc c'est plus compliqué. Il faut connaître la probabilité que le tableau il ait une certaine forme. Bon bref, il y a des lois de probabilité, c'est plus compliqué. Donc nous, on va se restreindre à la complexité dans le pire des cas. On veut savoir ce qui se passe dans le pire des cas.
Alors, donc on va la noter T de n, dépend de n, de la taille de notre donnée, et on va voir comment on fait pour généraliser un peu ce qu'on a vu dans l'exemple. Alors on va prendre en revue toutes les structures élémentaires, et puis on va voir comment on s'y prend. Donc, affectation, on va dire, on va pas s'embêter, donc il y a une opération élémentaire, on peut compter 1, on va plus mettre de constante. Séquence, séquence, ça veut dire que les instructions se font les unes après les autres, donc les complexités, il faut faire la somme de toutes les instructions correspondantes. Si c'est des séquences composées, donc si on a déjà des séquences dont on connaît la complexité, c'est pareil, dans la mesure où il faut faire l'une puis l'autre, on fait la somme, au final. On continue avec la sélection. Alors la sélection, il y a plusieurs choses. If condition. Alors la condition, il faut l'évaluer. Dans la condition, il peut y avoir des appels à des fonctions. Ça peut être assez compliqué d'évaluer C de n. Bon, si c'est une condition simple, entre deux nombres, par exemple, une comparaison entre deux nombres, on va dire que c'est 1. Sinon, on va la laisser C de n, parce que ça peut être très... les résultats peuvent être très divers. Et donc, si la condition est vraie, on fait séquence 1, donc complexité T1 de n, et sinon on fait T2 de n. Alors on va prendre, nous on se place toujours dans le pire des cas, donc on va prendre le max des deux. Cn plus le max de T1 de n et T2 de n. S'il n'y a pas de sinon, eh bien ça sera Cn plus T1 de n, puisqu'on fera ça systématiquement, donc c'est un peu plus simple. Et on en vient au cas le plus embêtant, qui est la répétition. Alors, boucle for. Bon, a priori, il y a deux choses à faire. À chaque fois, il faut comparer et incrémenter la variable de contrôle. Bon, chaque fois qu'on passe dedans, donc, ça on l'appelle C0, le fait d'évaluer et d'incrémenter, on l'appelle C0. Bon, en général, on mettra 2. Et puis, chaque fois que je parcours la boucle, j'ai une séquence finalement qui est de complexité qui dépend de i, donc c'est ti de n. Et je vais faire la somme de tous ces trucs-là. Sachant que... on va l'écrire comme ça pour l'instant. Donc, sigma de i égale 1 à k. Donc, k, c'est le nombre de fois que je passe dans ma boucle. Et donc, je vais ajouter les ti de n, donc, qui dépendent de i. Donc, on l'a vu dans l'exemple. Dans un cas, on avait ti qui valait i, et dans l'autre cas, on avait ti qui valait 1. Donc, c'était très différent ensuite la somme. Pour une boucle while, c'est encore plus compliqué, puisque, en général, on ne sait pas trop combien il va y avoir d'itérations. Parce que si on le savait, on aurait sans doute fait une boucle for. Donc, on ne sait pas. Donc c'est un peu la même chose, mais sigma de i égale 1 à n, à k de c de n plus ti de n. Alors la condition, elle dépend de n, là, parce qu'en fait, il y a des... c'est pas comme dans la boucle for, où j'ai juste... c'est la variable i, quoi, la condition. Je vérifie que la variable i, elle est plus petite que k. Tandis que là, j'ai un truc, une condition qui peut être compliquée, et ensuite qui dépend des autres variables, puisque quand je passe dans ma boucle, je modifie les variables, donc je ne sais pas trop. Donc ça va me faire un sigma de i égale 1 à k, si k est le nombre d'itérations, mais je ne le connais pas. Et à chaque fois, je répète c de n plus ti de n. En gros. Connaissance de k. Alors, c'est ça le problème. Alors, soit on va majorer k. Par exemple, si on est dans un tableau et qu'on parcourt plus ou moins le tableau, on ne sait pas quoi, on ne sait pas combien de fois on va passer dans la boucle. On peut toujours dire que le nombre d'itérations il est inférieur au nombre de cases du tableau. Bon. Donc on est dans le pire des cas. Donc voilà. On ne sait pas si ça sera vrai, mais en tout cas, déjà, ça fait quand même une bonne majoration. Alors, soit on estime k, alors là, c'est pas évident. Bon, on peut faire intervenir des probabilités. Mais voilà. Voilà. Si là, voilà, c'est un résultat de probabilité. Si on sait que on rentre dans la boucle avec une probabilité de P, eh bien on peut calculer le nombre moyen d'itérations sur un exercice de proba. On peut montrer que c'est P sur 1 moins P, le nombre moyen. Alors,
une fois qu'on connaît K, ici, il faut quand même calculer la somme. Alors, pour calculer la somme, voilà, il y a des cas plus ou moins compliqués. Alors, voilà, des formules simples qu'on va utiliser. Sigma di, de i égale 1 à n, c'est n plus 1 sur 2. Il y a la somme des carrés aussi. Ça peut nous servir. Ensuite, on a des résultats que vous avez sans doute vu au premier semestre dans le module suite et série. Suite géométrique. Hein, la somme comme ça, suite géométrique entre 0 à n. Donc cette somme-là, ça s'exprime facilement en fonction de x et de n. On peut considérer ça comme une fonction et donc on peut dériver. Et donc, comme ça, on peut accéder à ce genre de somme également. Ça peut arriver. Il y a une autre façon d'évaluer comme ça une somme, c'est de la comparer à une intégrale de fonction. Alors, pour ça, il faut que j'ai des fonctions qui soient monotones. Donc, soit croissantes, soit décroissantes. Hein, c'est la fonction f de i égale ti de n, fonction de i. Donc, voilà. Donc, si elle est décroissante, et puis on peut montrer que la somme, elle est comprise entre ces deux intégrales. Et si elle est croissante, il y a les bornes qui changent, mais c'est un peu pareil. Donc, voilà, on est capable d'encadrer la somme par des intégrales de fonctions. Voilà pour ce qui peut se passer dans le calcul de Pierre Descartes. Donc on va continuer la suite, ça sera notre type de complexité. Pour s'affranchir finalement des machines, alors les machines, où est-ce qu'elles interviennent dans mon calcul de complexité? Elles interviennent dans le calcul de mes constantes en fait. L'idée c'est que c'est pas parce que vous avez une machine qui marche 2 fois plus vite que votre algorithme il est meilleur, quoi. Il faut arriver à trouver une mesure de l'algorithme qui ne dépende pas des caractéristiques de la machine. Et ce truc-là, ça va s'appeler complexité asymptotique, c'est l'objet de la prochaine vidéo.